Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africable Télévision. Bienvenue dans votre émission politique, l'invité. Notre invité est un ancien candidat à la présidentielle de 2013, ancien Premier ministre sous Ibrahim Boubacar Keïta. Il est aussi le président du parti Yelema. Vous l'aurez compris, il s'agit de Moussa Mara. Avec lui, nous allons parler de la vie du parti, mais aussi des questions d'intérêt national. Bonsoir, Monsieur Mara. Bonsoir Albert. Merci de répondre à notre invitation. Pour cette émission, vous voudrez qu'on vous appelle comment? Monsieur le Premier ministre, Moussa Mara ou Monsieur le maire? Non, il vous plaira de m'appeler par la dénomination ou le nom que vous estimerez, je pense, le plus approprié. Mais moi, j'ai un petit faible pour Monsieur le maire, parce que c'est une responsabilité de proximité et c'est une responsabilité donnée à la suite d'un choix par la base et par les électeurs. C'est toujours bien que d'être nommé. J'ai toujours dit que je préfère être élu que d'être nommé. Vous préférez d'être élu, donc nous allons vous appeler pour cette émission. Moi, mon choix aussi, c'est Moussa Mara, pas Monsieur le maire, pour ne pas rentrer dans le conformisme. Bonsoir, Monsieur Mara. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. Première question, la politique et vous, qui a choisi qui? C'est une très bonne question. J'ai l'habitude de le dire, et je l'ai écrit d'ailleurs plusieurs fois, que dans un pays comme le nôtre, qui est un pays démuni, si vous avez la chance d'aller à l'école, parce que c'est une chance aujourd'hui d'aller à l'école, d'avoir une formation, d'exercer une activité professionnelle, de pouvoir vous prendre en charge et de prendre en charge les vôtres, de comprendre un peu comment les choses fonctionnent, vous devez vous impliquer pour la cause collective. Et le métier le plus noble pour s'impliquer sur la cause collective, pour moi, c'est la politique. Donc, cette volonté de servir, cette volonté, je pense, de rendre un peu au pays ce qu'il m'a donné. Parce que moi, je suis un produit de l'école publique. J'ai eu la chance d'être entouré, d'être accompagné. Et je me sens redevable à l'égard de mon pays. Donc, cette manière de rendre un peu au pays ce qu'il m'a donné, c'est ce qui m'a amené à tomber naturellement dans la politique, mais à partir de là où, je pense, est le plus essentiel, c'est-à-dire la base, la localité, la commune, la proximité et le travail au quotidien avec les Maliens, dont les plus démunis. Votre engagement politique, le déclic est parti comment? À partir de quel moment vous êtes engagé? Je pense que j'ai toujours été animé par la volonté d'être utile aux gens et que j'étais prêt à le faire. J'estime, et là aussi je le dis régulièrement, qu'il est souhaitable de se construire individuellement avant de penser à construire les autres. Moi, j'ai fini l'université, j'ai commencé à travailler il y a 20 ans, et à partir d'un certain nombre d'années d'exercice professionnel, je me suis dit, bon, le temps est venu pour moi de songer un peu aux autres. Ça a commencé quand j'avais à peu près 25 ans, autour des années 2000. J'ai commencé à travailler sur le plan des associations, toujours au niveau local, et progressivement, je suis arrivé dans la politique par le biais des candidatures indépendantes aux élections locales en commune 4 de Bamako, en 2004, où j'avais 29 ans, et ensuite en 2007, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est une démarche progressive, c'est une maturation. Mais le fond, la volonté de servir, d'aider, quand j'ai la chance de pouvoir le faire, cela est, je pense, lié à ma personne et à ma personnalité, sans doute. Vous avez un modèle politique, il est ici au Mali, en Afrique? Il est plutôt en Afrique. J'ai plutôt deux modèles, et pour des raisons qui sont différentes. Et mes deux modèles, vous allez le découvrir, c'est assez standard. Le premier, c'est Nelson Mandela. Et Nelson Mandela est un modèle pour moi, pour deux raisons là aussi. La première raison, c'est la capacité à pardonner. Un être humain, et en plus un responsable, ne peut l'être véritablement que s'il est capable de dépasser les souffrances endurées et de pardonner à ceux qui lui auraient infligé ces souffrances. Il a fait 27 ans de prison, il est sorti, je pardonne. Et il a pu rassembler et faire la nation arc-en-ciel. La deuxième raison pour Mandela, c'est la capacité de renoncement au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat d'actualité. Il a fait un mandat, il aurait pu prétendre, je pense, parfaitement à un second mandat, et je pense qu'il l'aurait obtenu. Il a dit non, j'ai un certain âge, dans un contexte où la population est très jeune, il y a d'autres énergies, il y a d'autres cadres, je passe le relais et j'aide
ce qui arrive. Ça correspond assez à ma dynamique interne personnellement, où je dis, je ne crois pas à une carrière politique de 50 ans ou de 40 ans ou de plusieurs décennies. Je pense qu'il illustre cela parfaitement. Le second modèle, c'est Thomas Sankara. Là aussi, c'est un modèle pour beaucoup. Moi, personnellement, il a un trait de caractère sur lequel on n'insiste pas beaucoup, qui est la cohérence absolue entre le discours et les actes. Un responsable politique, quand vous demandez aux populations d'aller dans un sens, il faut que vous soyez devant. Quand vous demandez aux populations de fournir des efforts, il faut que vous fournissiez les mêmes efforts, sinon plus. C'est là où vous serez crédible pour porter le discours. Aujourd'hui, dans notre pays et de manière générale sur le continent, la cohérence entre le discours et les actes n'est pas vraiment une habitude au niveau du leadership. Donc, en ces qualités, ces deux leaders majeurs du XXe siècle sont des exemples qu'il faut méditer, sans doute pour moi, mais aussi pour la génération montante africaine. Moussa Mara, la politique sous nos yeux, c'est aussi les trahisons, les humiliations, les déceptions. Est-ce que vous avez connu un peu de tout cela? Quand vous êtes sur l'échiquier politique, il faut être prêt à subir beaucoup de difficultés. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Malheureusement, je pense qu'il faut le déplorer. Quand il s'agit de conquérir le pouvoir, quand il s'agit de l'exercer, c'est une compétition. Et dans les compétitions, souvent, la lutte, elle est âpre. Moi, j'ai eu à subir beaucoup de difficultés dans ma jeune carrière. Parce que je suis sur une douzaine d'années, je suis sur l'échiquier politique. J'ai d'abord subi des difficultés pour faire valider ma candidature à des élections, puisque mes listes en 2004, en 2009 ont été invalidées au tribunal. Donc j'ai été éliminé des compétitions électorales. J'ai eu à subir aussi, je pense, une sorte de coalition de la classe politique contre ma jeune candidature en 2007 aux législatives, où j'étais opposé d'ailleurs au président de la République actuelle, le président Ibrahim Boubacar Keïta, où vous avez ballottage, hein, toute la classe politique qui s'est réunie pour le soutenir face à moi au deuxième tour, simplement parce que j'étais indépendant, j'étais jeune, et je n'étais pas du sérail. Je n'ai jamais été véritablement du sérail politique malien, parce que j'ai un parcours, une personnalité, des idées qui ne correspondent pas aux standards politiques où nous avons quelques spécificités. Donc ça fait qu'il y a pas mal d'adversité contre ma démarche, contre mes idées, contre ma personne, mais cela fait partie du jeu. Je ne m'apitoie pas du tout. J'explique la situation et j'essaie d'y faire face de manière digne, de manière résolue, en étant conscient que c'est déjà une chance pour que je sois là où je suis, et je me battrai pour que ces idées, ce parcours puisse porter demain des aspirations de plus en plus importantes pour les Maliens. Moussa Mara maire, Moussa Mara ministre, Moussa Mara premier ministre, est-ce que c'est le même Moussa Mara? Quand on exerce des responsabilités aussi différentes, je pense que la personne est forcément impactée. La personne est forcément impactée. Quand on est maire, on est un peu le patron. On est le premier responsable. Quand on est ministre, on a deux patrons, qui est le Premier ministre et le Président de la République. Quand on est Premier ministre, on a un patron. Et donc, quand vous êtes seul aux commandes, vous avez la latitude de travailler à votre rythme, vous avez la latitude de travailler selon vos idées, vous avez la latitude d'imprimer la marche que vous souhaitez imprimer. Quand vous travaillez sous la responsabilité de deux personnes, il faut tenir compte de ces personnes, de leurs orientations, de leurs idées, de leurs ambitions. Et de la même veine, quand vous travaillez sous la responsabilité d'une personne, en l'occurrence le président de la République, ce n'est pas la même chose. Donc ça ne peut pas être la même personne. On ronge souvent son frein quand on n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'on veut, mais ce sont des expériences remarquables, les unes par rapport aux autres, et qui m'ont appris énormément, y compris sur ma personne, et sans doute sur le pays et sur la responsabilité politique. Sinon, l'homme Moussa Mara, il n'a pas changé. L'homme, par contre, par rapport à ses principes, par rapport à ses convictions, il n'a pas varié d'un iota. Si vous suivez, moi je suis l'un des hommes politiques maliens qui écrivent le plus, c'est-à-dire qui
conçoivent leurs idées et puis qu'ils les couchent sur le papier à travers les différents livres que j'ai eu à publier, mais aussi à travers des articles qui sont publiés régulièrement dans la presse. Si vous me suivez depuis à peu près 10 ans, j'ai commencé à écrire à partir de 2005-2006, vous vous rendrez compte que les mêmes idées, les mêmes intonations, souvent les mêmes mots, reviennent régulièrement. Donc le corpus de conviction, les idées de base sont les mêmes, même si ici ou là on les adapte au contexte et on voit que ce qu'on pensait il y a 10 ans, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on pense aujourd'hui, parce que le contexte n'est pas le même. Et quand on a été confronté aux difficultés, on comprend que les choses ne sont pas aussi faciles. C'est cela l'expérience. Moussa Mara, on dit aussi de vous que vous êtes un bon communicant. On a remarqué que souvent, vous postez des photos sur Facebook, même des images au niveau de la ville sainte, au niveau de la Mecque. Est-ce que quelque part, l'homme politique, il est prêt à tout pour soigner son image? Parce que c'est du marketing politique que vous faites avec la religion. Vous savez, il y a deux choses différentes. Il y a d'abord le fait de communiquer. La politique est un domaine où le responsable a des idées qu'il veut porter. Et le responsable a aussi sa personne, son charisme qu'il souhaite partager. C'est une question aussi d'émotion. Ce n'est pas forcément une question uniquement de raison. Donc la proximité avec les citoyens, les militants, les électeurs est quelque chose d'important qu'il faut savoir mettre en place, qu'il faut savoir cultiver et qu'il faut savoir instaurer afin qu'il y ait une équation personnelle entre soi et l'ensemble des citoyens que nous entendons servir à différents niveaux de responsabilité que ce soit. Moi, j'estime que la communication, elle est indispensable. Et nous sommes dans l'ère aujourd'hui où les technologies nous permettent d'être reçus dans des millions de foyers en même temps, en cliquant simplement sur un bouton. Je pense qu'il serait dommage de se le priver. C'est une partie de votre question. L'autre partie, c'est sur la religion. Votre foi, oui, voilà, la religion. Ouais. Moi, je suis un pratiquant. Je suis un croyant pratiquant. Ça, c'est ma personne, c'est-à-dire ma démarche individuelle. Et je ne pense pas que mon action politique doit m'amener à occulter ce côté pratiquant, croyant. Et j'estime par ailleurs, et je l'ai écrit plusieurs fois, que la religion est quelque chose qui peut être positif, et quelque chose de positif pour la société. La société, nous devons travailler à y insérer de l'harmonie, à y cultiver de l'harmonie, à faire en sorte que les gens s'entendent, les gens se donnent la main, les gens vaguent ensemble. Et la religion peut jouer un rôle en la matière. Cela étant dit, la laïcité n'est pas discutable. Seulement, le mot laïcité est un mot qui prête à interprétation. On a plusieurs conceptions de la laïcité. Moi, la conception de la laïcité que j'ai là, elle est double. Premier élément, c'est l'État équidistant entre les religions. L'État qui permet à ce que chacun vive sa foi de manière indépendante, sans empiéter dessus. Le second élément, c'est l'État qui garantit l'expression des minorités religieuses. Nous sommes aujourd'hui au Mali, un pays où on a plus de 90-95% de la population qui est d'une confession religieuse, l'islam. Donc nous avons une religion qui est minoritaire. Mais ce n'est pas pour autant que ceux qui pratiquent cette religion doivent être brimés en quoi que ce soit. Ils doivent être nullement empêchés de s'exprimer. Dès que l'État garantit ces deux éléments, équidistance entre les religions, faire en sorte que tout le monde puisse vivre sa foi, j'estime que nous entrons déjà dans un cadre de laïcité. Et donc il faut faire vivre cette laïcité, mais la laïcité ne saurait dire en aucune manière contre les religions, où il faut mettre les religions de côté et avancer. Les religions font partie de nos existences. Et les religions sont des améliorations de nos existences. Je suis absolument persuadé de ça et je n'ai pas l'intention d'éluder cette question ou de mettre de côté ma foi de croyant pratiquant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de lorgner l'électorat peut-être des leaders religieux? Vous savez, beaucoup de leaders maliens aujourd'hui font plus que lorgner l'électorat des leaders religieux. Et ceux-ci ne sont pas Moussa Mara. Il faut faire confiance à la conscience individuelle des Maliens. Moi, je ne pense pas que le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre, que demain, un leader religieux va sortir pour appeler à voter quelqu'un pour des élections présidentielles, parce que les expériences passées n'ont pas été vraiment positives, y compris pour les leaders religieux. Il faut qu'on travaille progressivement
à faire en sorte que la religion ait sa place et sa vraie place. Les leaders religieux aient leur place et leur vraie place, et les hommes politiques aient leur place et leur vraie place. Ce qui s'est passé ces 15 dernières années, c'est que c'est plutôt les hommes politiques qui sont allés chercher les leaders religieux. C'est plutôt les politiciens qui sont montés sur le dos des leaders religieux. Ce n'est pas le contraire. Et donc les politiciens doivent retrouver leur vrai rôle et faire ce pourquoi on les élit, être exemplaires, être honnêtes, être compétents, être efficaces. Je pense que quand on aura ça, nous aurons progressivement les leaders religieux et la religion qui se retrouveraient à sa vraie place. C'est ce à quoi il faut que nous travaillions. Question d'actualité, puisque vous l'abordez avant d'aborder les autres questions. Quand un président de la République octroie 150 hectares à des leaders religieux ou bien à un leader religieux, qu'est-ce que vous en pensez, et dans la forme et dans le fond? Eh bien, cette question, c'est une question qui a porté beaucoup de passion. Moi, je pense qu'il faut la réfléchir de manière froide, comme j'essaie de le faire. Je vais prendre un peu de temps pour la décortiquer. D'abord, dans la forme, c'est regrettable. C'est regrettable parce que le chef de l'État, devant cet auditoire qui vient annoncer l'État malien à travers ma personne, octroie 150 hectares à l'organisation en Sardine pour des fins de culte, il donne clairement l'impression, et je pense que c'est aussi son intention, de faire plaisir et donc de plaire en retour. Ce sont des soupçons électoralistes. Ça, c'est regrettable. Ça, c'est la forme. Mais le fond, tous les jours, l'État malien, les collectivités territoriales donnent des parcelles pour des lieux de culte. Tous les jours. Ça se fait, ça s'est toujours fait. Donc le fait de donner une parcelle à une organisation religieuse pour des buts de culte, en soi, c'est ce que l'État malien fait. La question sur celle-là, c'est peut-être la taille de la parcelle. Je l'ai dit tantôt, 150 hectares, c'est à peu près 1 km sur 1,5 km. C'est un peu plus que la surface du stade du 26 mars actuel, pour que les gens aient une idée. Et c'est de quoi loger 4000 familles. C'est de quoi faire 4000 lots en matière d'urbanisme. J'ai été ministre de l'urbanisme, je connais un peu ces questions. Donc la taille de la parcelle est assez élevée. Il faudrait voir qu'est-ce que le groupe en Sardine souhaite réaliser comme projet dessus. Ça, c'est déjà une première question. Moi, n'ayant pas d'éléments, je dis c'est une question qui mérite d'être posée. La deuxième question, c'est le lieu. Ce n'est pas possible que ce soit Bamako et ce n'est pas souhaitable que ce soit le cercle de Kati non plus. Le cercle de Kati aujourd'hui autour de Bamako, c'est presque que des titres fonciers et les peu de réserves qui peuvent exister doivent être prioritairement orientés sur les compensations de personnes spoliées de parcelles à Bamako. Vous savez que par l'action des maires, par l'action de la mairie de Bamako, on a des milliers et des milliers de Bamakois, généralement pauvres, qui se retrouvent spoliés de leurs parcelles. Quand moi j'ai été maire de la commune 4, je suis allé trouver que 8000 personnes avaient été spoliées de leurs parcelles. Et nous avons dû demander à l'État de donner dans le cercle de Kati 280 hectares pour loger ces 8000 personnes. Je pense que dans les autres communes de Bamako, c'est sans doute la même chose. Donc le cercle de Kati devrait être plutôt réservé à ça. Moi, j'espère que ces 150 hectares sont donnés ailleurs. Ça peut être le cercle de Baroueli, d'où vient le guide Haïdara, pour qu'il réalise des investissements importants, peut-être à l'aune de Touba au Sénégal ou de Kaolack ou d'ailleurs, que ce soit un grand lieu de pèlerinage. Je pense qu'en cela, ça pourrait être quelque chose de positif. Donc sur le fond, l'État malien a l'habitude de donner des parcelles, mais il y a des questions qu'il conviendra de répondre, mais la forme est quand même regrettable de la part du président de la République. La forme est regrettable. Moussa Mara, vous étiez à un moment donné de la mouvance présidentielle, vous avez été Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais depuis un bon moment, vous avez un discours un peu nuancé, à tel point que des Maliens se posent la question, Moussa Mara est-il de l'opposition, de la majorité ou du centre? Vous savez, quand je suis allé, au nom de certains candidats, voir le président Ibeka entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2013, je suis allé le voir sans qu'il nous ait demandé. Ce n'est pas lui qui nous a demandé. Je suis allé le voir pour lui dire, Monsieur le Président, nous voulons vous soutenir. Nous savons que nous vous soutenions ou pas, vous allez être élu. Ce n'est pas ça la question d'être élu. Mais nous voulons vous soutenir pour que vous puissiez faire ce à quoi aspirent les Maliens, que vous puissiez apporter le vrai changement dans le pays. Donc c'est une démarche indépendante. Et cette démarche indépendante, moi, fait que je suis totalement libre de me prononcer.
sur les questions quand j'estime cela nécessaire, que je sois dans la majorité ou pas. Cette liberté-là, aucune appartenance politique ne me la prendra. C'est d'abord une liberté de citoyen et ensuite c'est une liberté de responsable public. C'est ce qui fait que, d'abord, pendant 1 année et demie à peu près, le président m'a demandé de l'accompagner en tant que ministre pendant 7 mois et en tant que Premier ministre pendant 9 mois. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu et pendant le reste du temps, j'ai été dans la majorité jusqu'à récemment où le parti a rompu ses liens avec la majorité. À la veille de l'élection présidentielle. Donc, nous avons été d'abord, moi personnellement je suis cohérent et nous avons été cohérents avec nous-mêmes. Nous accompagnons le président parce que nous estimons que malgré les difficultés, qu'il peut encore réussir. Cela étant dit, depuis quelques mois, et notamment depuis l'épisode de la réforme constitutionnelle, du projet de réforme constitutionnelle qui a été reporté. On va dire, le président a sursoir à cet exercice. Nous avons compris que la majorité est totalement vidée de sa substance. Vous avez compris? Pas de sens. Oui, moi et mon parti. Ou mon parti et moi. Que la majorité est vidée de sa substance. La majorité n'arrive pas à impacter l'action publique. Vous savez, la majorité, 60 et quelques partis, la fonction principale, c'est d'accompagner le chef de l'État, mais c'est aussi de se faire écouter par le président au cas où il y a des erreurs ou au cas où on voit des situations qui méritent d'être corrigées. Donc, on a constaté que la majorité n'avait plus cette capacité, cette énergie pour arriver à impacter sur le mandat. Au contraire, elle se faisait totalement porter par l'exécutif et notamment par le chef de l'État. C'est pourquoi nous avons suspendu d'abord notre participation au mois de juillet et à la suite du congrès du parti, nous avons décidé de rompre les liens avec la majorité. Vous avez raison de dire que c'est à quelques encablures des présidentielles. Nous avons rompu les liens avec 2 discours. Le premier discours, c'est que nous quittons la majorité par rapport au passé, mais nous quittons surtout la majorité par rapport à l'avenir. La majorité n'est pas porteuse d'un projet qui peut amener le vrai changement au Mali. Aujourd'hui, la majorité, son activité, ou ce qui reste de la majorité, l'activité principale, c'est d'essayer de vendre la candidature du président de la République, de convaincre la candidature du président de la République. Et cela avant même de faire le bilan de l'action qui a été menée, d'identifier des faiblesses éventuelles et de voir quelle combinaison ou quelle organisation politique ou quelle offre politique faire aux Maliens. Je trouve que la majorité n'est pas du tout une organisation politique digne de ce nom aujourd'hui. Elle est totalement vidée de son sens. Donc ça, c'est par rapport au passé. Par rapport à l'avenir, nous estimons qu'il faut aujourd'hui proposer au Mali et aux Maliens une offre politique structurée autour du concept du changement véritable et du changement profond. Et nous allons parler, si vous le permettez bien. Ceux qui font partie de la majorité comme ceux qui font partie de l'opposition aujourd'hui ne nous semblent pas crédibles pour porter ce changement. C'est pourquoi nous avons quitté la majorité, mais nous ne sommes pas allés dans l'opposition. Vous avez posé cette question. Vous êtes du centre? Nous avons dit non. C'est-à-dire, il n'y a pas de centre au Mali. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus. Nous sommes dans l'alternative. Nous sommes dans l'alternance. Oui, à la veille de l'élection présidentielle, c'est là où il y a l'incohérence dans votre démarche. Parce qu'à un moment donné, on se rappelle, vous avez même défendu le projet par rapport à ce qui concerne l'avion présidentiel, avec bec et ongle. Donc aujourd'hui, le discours, il a changé. Non. Comprenons-nous. J'ai été Premier ministre. J'ai été dans la majorité. Et quand j'ai quitté la fonction de Premier ministre, j'étais dans la majorité. C'est-à-dire 2015, 2016. Et j'ai toujours fait entendre des petits sons différents, en donnant des conseils, en faisant passer des notes. À un moment déterminé, c'est aussi le propre d'un responsable politique et d'un parti politique qui se veut responsable, c'est de dire, je m'arrête et je fais le point. Ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est porteur d'espoir? Non. Ce qui semble se définir par rapport à demain, est-ce que c'est porteur d'espoir? Encore non. Donc, dans quelle démarche je m'inscris? Je m'inscris dans une démarche de contribuer à concevoir quelque chose qui puisse correspondre aux attentes des Maliens. Et c'est ce à quoi je suis en train de m'atteler, c'est ce à quoi Yalema est en train de s'atteler. Et si vous avez suivi le congrès et les conclusions du congrès, ils sont très très clairs en la matière. Donc il ne s'agit pas d'incohérence. Nous avons accompagné le président. Le moment du bilan, nous serons là. Les actes que nous avons posés, nous serons là pour les défendre.
pour accepter les critiques, parce que n'importe qui fait des erreurs. Mais nous serons là surtout pour présenter le substrat de l'alternance et de l'alternative. Et j'espère que nous aurons l'occasion de parler de certains éléments. Avant de parler de la vie du parti, dernière question là-dessus, vous avez été le Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que vous êtes fier de votre bilan des 9 mois? Quand je suis sorti de la primature en janvier 2015, j'ai publié un petit document sur, non pas le bilan, puisque 9 mois ne peuvent pas être suffisants pour impacter une marche d'action publique, mais j'ai présenté un certain nombre d'initiatives qui m'ont semblé être des initiatives porteuses d'avenir et dont certaines ont entraîné ou certains ont abouti à des conséquences positives. Je vais vous parler de 2 initiatives. L'une, malheureusement, qui n'a pas été poursuivie, et l'autre qui a été poursuivie avec des conséquences heureuses. La première initiative, c'est j'ai fait signer à chaque ministre un contrat de performance pour amener la notion de l'efficacité dans l'action publique, la notion de résultat. Le résultat est aujourd'hui le parent pauvre de l'action publique dans notre pays. Les gens emploient des moyens, qu'importe quel que soit l'impact ou le résultat. Donc j'ai amené les ministres à s'engager sur des résultats chiffrés. Normalement, ce qui devrait se passer, c'est que derrière, des évaluations. Vous vous engagez à réaliser telle activité, on évalue, vous n'y arrivez pas, on tire les conclusions. La conclusion, ça peut aller jusqu'à se séparer du ministre et d'amener quelqu'un d'autre. Quand j'ai quitté la primature, cet exercice n'a pas été suivi. Je pense que si cet exercice avait été suivi, beaucoup de retards, beaucoup de difficultés seraient corrigés aujourd'hui. La deuxième initiative, c'est le contrôle physique des fonctionnaires. Le contrôle physique des fonctionnaires a été engagé quand j'étais Premier ministre. Ça a été poursuivi après et ça a eu comme impact autour de 30 milliards d'économies pour l'État. C'est quand même pas mal. J'ajouterai simplement qu'en 2014, la période où j'ai été Premier ministre, c'est l'année où le mandat de UBK a constaté le taux de croissance le plus élevé, plus de 7%. Il n'y a jamais eu 7% pendant les périodes où le président a été au pouvoir. Donc c'est pas mal. Il y a eu sans doute des actions qu'on peut discuter, qu'on peut critiquer, mais il y a des actions aussi dont on peut être fier. Mais le moment du bilan viendra. Je suis sûr que je suis attendu au tournant à un moment déterminé en 2018 et nous serons là pour débattre de manière plus approfondie de ce que j'ai pu essayer de faire. Moussa Mara, qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui pensent que accepter d'être Premier ministre était un piège? Ben, si c'était un piège, je pense que je m'en suis assez bien sorti. Moi, je vous invite simplement à regarder lucidement la situation. Est-ce que le Moussa Mara d'aujourd'hui, c'est lui qui est devant vous, ancien Premier ministre, ancien ministre, ancien maire, il aurait été le même s'il était resté simplement maire de 2009 à 2014 ou à 2015, 2016, comme les maires l'ont été. Simple ancien maire au lieu de ancien maire, ancien ministre, ancien Premier ministre. Je ne pense pas. La deuxième chose, c'est que au-delà de tout cela, au-delà de l'expérience acquise, quand il s'agit de servir son pays, c'est à cela que j'ai compris le message ou l'invitation que le président m'a fait en 2013 d'entrer dans le gouvernement. Quand il s'agit de servir le pays, surtout que nous sommes dans le schéma politique, je pense qu'il ne faut pas refuser quand on pense qu'on peut faire des choses. En tant que ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville, j'ai posé des actes. En tant que Premier ministre, j'ai posé des actes dont je suis fier aujourd'hui. Donc j'ai aidé à mon humble niveau de collaborateur du Premier ministre Tatamli et du président Ibrahim Boubacar Keïta à faire avancer les choses au Mali. Je n'en suis que très fier aussi. Samara, on dit que le pouvoir rend fou sous nos cieux. On se rappelle, vous avez même commencé à prendre goût au pouvoir. À l'époque, vous aviez dit « je ne démissionne pas, je ne démissionne pas ». Et après, vous avez démissionné. Mais je ne démissionne pas, je le revendique encore aujourd'hui. C'est le président qui m'a fait partir. Seulement ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 38 de la Constitution malienne stipule que le Premier ministre est nommé par le président et le président met fin à ses fonctions sur présentation de la démission du gouvernement. Donc même quand le président il limoge le Premier ministre, ce qui a été mon cas, le Premier ministre doit quand même démissionner. Donc quand on m'a posé la question je crois que j'étais à 45 jours où j'avais pris fonction, j'ai dit clairement je n'entends pas quitter mes fonctions. Je ne vois aucune raison de quitter mes fonctions. Et je le pensais
jusqu'au moment où le président m'a demandé de partir. Et le président est tout à fait dans son droit. Est-ce que vous n'avez pas commencé à prendre des ailes? Parce qu'on a vu que tous ceux qui ont dit au Mali, je ne démissionne pas, ont fini par démissionner. Moussa Traoré, Cheikh Modibo Diarra. Vous aussi, vous avez dit, je ne démissionne pas. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Je viens de dire que je n'ai pas démissionné de mon chef, c'est le président qui m'a fait partir. Donc il faut peut-être poser la question au président. Moi, j'aurais bien voulu continuer parce que je pense que je pouvais... que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que le président Ibeka. Je pense que j'aurais pu apporter beaucoup de choses en tant que Premier ministre. On avait posé des actes. Maintenant, la raison pour laquelle le président m'a fait partir lui appartient. Quand le président m'a demandé de partir, je ne lui ai pas posé une seule question parce que c'est la règle du jeu. Le président, il s'entoure des collaborateurs qu'il estime en mesure de l'aider. Mais c'est lui seul qui est légitime parce que c'est lui qui est élu. Et le moment du bilan, c'est d'abord son bilan devant les Maliens. Le Premier ministre, les ministres aident le président. On le conseille, on lui donne des idées. On arrive à impacter ses décisions, mais c'est le seul chef. Dans notre régime actuel qui est semi-présidentiel sur le papier, mais hyper présidentiel, le seul chef est le président. Donc, quand il m'a demandé de partir, je ne lui ai pas demandé la raison. Ces raisons lui appartiennent et il était tout à fait en droit de le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas les raisons? Mais non, je n'ai pas à les connaître. Je n'ai pas à les connaître, c'est la règle du jeu. Quand il m'a appelé pour me demander d'être ministre, je n'ai pas fait campagne pour être ministre. Il a estimé que j'avais quelques compétences qui pouvaient l'aider. Il m'a appelé. Quand il m'a appelé à être Premier ministre, je n'ai jamais fait campagne pour être Premier ministre. Je n'ai jamais cherché à être Premier ministre. Il a pensé que j'avais des compétences pour l'aider. J'ai fait le mieux que j'ai pu. Les 7 mois en tant que ministre, les 9 mois en tant que Premier ministre. Et à un moment déterminé, il m'a dit, je souhaiterais que vous passiez le flambeau à votre aîné Modibo Keïta. J'ai passé le flambeau sans tambour ni trompette. Et je suis allé retourner à mes amours dans mon cabinet d'expertise. Avec la conscience tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. Toutes les responsabilités publiques que j'ai eu à exercer, je les ai exercées en conviction totale et je les ai quittées avec la conscience tranquille. Je n'ai jamais posé un acte public, un acte de responsable public, en jurant avec mes convictions et avec l'intérêt du pays tel que je les ai conçus. Vous pouvez regarder cette caméra et dire devant les Maliens que jamais vous n'avez attenté aux intérêts du Mali, Non seulement je n'ai jamais attenté aux intérêts du Mali, mais je n'ai jamais attenté aux intérêts des Maliens et je n'ai jamais attenté au bien public. Je pense que quand on dit attenter aux intérêts, les gens pensent beaucoup au bien public. Moi, je fais partie des responsables publics qui, sans aucune obligation, ont déclaré leur patrimoine. Je l'ai fait quand j'étais maire. Les maires n'avaient pas d'obligation à l'époque. Et quand j'ai quitté la primature, je l'ai faite. D'ailleurs, ceux qui suivent mes déclarations publiques ont bien vu qu'entre le moment où j'étais maire, c'est-à-dire 2009-2010, et le moment où j'ai quitté la primature, je me suis appauvri. Parce que les responsabilités publiques, on doit s'appauvrir dedans. On ne doit pas s'enrichir. Il faut que nos compatriotes et les Africains qui nous regardent le comprennent. Une responsabilité publique est un moment de sacrifice à la collectivité. Il faut l'exercer pendant un temps déterminé et ensuite passer à autre chose. Et donc, on ne doit pas s'enrichir dedans. Quand on s'enrichit dedans, c'est qu'on a attenté au bien public. Moi, je ne mange pas de ce pain. Tout le monde me le connaît. Moussa Mara, vous voulez qu'on parle maintenant de la vie du parti ou qu'on continue avec parler du Kidal? Mais c'est vous qui interviewez, cher ami. Moi, je suis à l'aise pour parler de tout sujet avec vous parce que j'ai exercé toute responsabilité en âme et conscience et j'ai quitté toute responsabilité, la conscience tranquille. Parlons du Kidal. Moussa Mara, nous sommes en mai 2014, vous étiez à Kidal, vous avez débarqué à Kidal contre vents et marées. Quelles étaient vos motivations pour ce voyage? Mais simplement, le Premier ministre, sur l'instruction du président de la République, il a reconnu à mon retour. Le président a fait un discours de la nation pour bien dire que ce sont ces instructions que le Premier ministre a appliquées. Il est allé sur une partie du territoire pour s'assurer que l'administration fonctionne. Parce que le Premier ministre est le chef de l'administration. Je suis allé à Kaï, je suis allé à Sikasso. Et donc je suis allé à Gao, Tombouctou et Kidal dans cette optique. Je ne suis pas allé à Kidal pour négocier. Je ne suis pas allé à Kidal pour provoquer qui que ce soit. Je suis allé à Kidal, terre malienne qu'il en est, pour m'assurer que l'administration malienne qui était présente sur cette partie du territoire fonctionnait normalement, que les moyens qu'on mettait à la disposition du gouverneur, des préfets, des directeurs et autres, que ces moyens étaient là et que toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils puissent servir les Kidalois qui sont des Maliens comme les Bamakois ou les Sikassois comme il se doit. C'est cette mission que j'ai simplement exercée. Maintenant, je suis arrivé à Kidal
Et nous avons été accueillis par un déluge de feu. Un déluge de feu qui ne provenait pas de notre délégation, qui provenait des groupes armés qui étaient présents sur la ville de Kidal en cette période. C'est ce déluge de feu qui a continué après mon départ du gouvernorat et qui a fauché de manière tout à fait abjecte des administrateurs qui étaient venus servir des Kidalois, des agents de société qui étaient là pour amener l'eau et l'électricité. Et ces crimes ne doivent pas rester impunis. Maintenant, si vous voulez mon avis, puisqu'on me le dit, est-ce que, M. Mara, si vous étiez encore en possibilité de répartir à Kidal, vous le feriez? Je l'ai toujours dit, je le referai. Si le président vous emprunte son avion, vous allez partir? Non, que ce soit l'avion du président ou pas, le président me met en mission. C'est une mission d'État. C'est une mission au service des Kidalois, des Maliens. Je l'exerce. Et quitte à risquer ma vie pour ce faire. Parce que quand on est responsable public, il faut être prêt à se sacrifier. Il faut être prêt à mettre son intégrité physique au service des citoyens que nous avons accepté de servir. Donc moi, sur cet épisode-là, ce qui est regrettable, ce sont les pertes en vies humaines. On regrettera toujours les pertes en vies humaines. Mais le fond de l'action, le principe du déplacement du Premier ministre sur le territoire national, ce n'est pas un principe négociable. Quand on est un État organisé, quand on est une république qui se fonde sur un territoire, partout sur ce territoire, on doit pouvoir se rendre. Mais ce qui s'est passé à Kidal, on vous tient responsable. Certains acteurs vous tiennent responsable parce qu'ils disent que à Bamako, même dans certaines chancelleries occidentales, la MINUSMA vous a dit que le terrain n'était pas favorable. Il fallait avorter le déplacement. Tatamli l'avait fait avant vous. Vous savez, Harbert, Ataher, 3 semaines avant mon déplacement à Kidal, le chef d'état-major général des armées d'alors, Maman Touré, le général Maman Touré, il a été mis en mission par le gouvernement pour se déplacer à Kidal. Et il est allé par la route, il n'est pas allé par avion, il est allé par la route à Kidal pour regarder les conditions sécuritaires de la visite. Il a fait toute la région par la route. Il allait à Tessalitine, Sako, à Bébara, il est venu à Kidal, il a tourné. Et il est venu me dire dans mon bureau, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Ce que les chancelleries ont expliqué, ou sont venus m'exprimer comme préoccupation, c'est de dire des groupes armés sont présents à Kidal, il faut leur demander la permission de vous rendre à Kidal. J'ai dit dans un État organisé, les groupes armés sont des sujets maliens, comme n'importe quel sujet. Pour une raison ou une autre, ils ont pris des armes. Il y a un processus qui va être engagé pour aboutir à la paix. Mais ces groupes armés reconnaissent que Kidal est malien. Déjà, en 2013, en signant l'accord de Ouagadougou, il y a eu des élections présidentielles à Kidal. Il y a eu des élections législatives à Kidal. Élections législatives auxquelles certains groupes armés ont d'ailleurs pris part. S'ils prennent part à des élections législatives du Mali, c'est qu'ils estiment que Kidal est malien. Si eux, ils estiment que Kidal est malien, pourquoi moi, Premier ministre de Kidal, je dois encore leur demander la permission pour me déplacer à Kidal? Voilà la source de divergence avec ces préoccupations. Sinon, la visite a été bien préparée. Les forces armées maliennes de sécurité sont parties, ont regardé, sont venus me donner l'information pour dire on peut y aller. À quelques encablures de la visite, juste au moment de prendre l'avion à Gao pour partir, on a fait une dernière réunion à Kidal où il y avait l'ensemble des décideurs sécuritaires du Mali et les services de renseignement. Et nous avons tous décidé ensemble, avec 7 ministres et d'autres responsables, de partir. Donc il faut savoir que cette visite a été bien préparée, a été bien organisée. Seulement, il y a des fauteurs de troubles, des criminels qui sont tombés sur la délégation. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des responsabilités à établir, c'est à ce niveau-là. Mais je l'ai aussi dit, moi je suis un citoyen sujet de droit. Si on doit me poursuivre, qu'on le fasse. J'irai devant tous les tribunaux, donner ma part de vérité. Et si je devais être sanctionné par la justice malienne, je suis prêt à accepter ces sanctions. Ça aussi, je l'ai dit. Ce qui s'est passé, est-ce que vous ne l'avez pas mis peut-être avec le recul, est-ce que ce n'était pas peut-être une erreur de jeunesse? Parce que les morts, quand même, c'était regrettable. On venait de perdre Kidal définitivement. Je viens de vous dire que le président de la République lui-même nous a instruit de nous déplacer à Kidal.
Je crois que ça ne vous a pas échappé. Nous allons parler du président de la République. Cher ami, oui, mais quand même, il faut le noter. Oui. Le président a fait un discours à la nation pour le dire clairement. Oui. Je viens de dire que la visite a été préparée avec les forces armées et de sécurité maliennes qui sont partis sur le terrain. À la visite participaient 7 ministres, autant de responsables politiques et publics, avec lesquels nous avons eu des réunions, et la dernière ayant lieu à quelques heures de la visite. Bon, s'il y a, comment dire, péché de jeunesse, peut-être c'est péché de jeunesse collectif, y compris par des gens qui ont plus de 60 ans. M. Mara, c'est qu'on ne comprend pas. Vous dites que le président de la République a validé le voyage, mais c'est le président de la République lui-même qui parle. Nous sommes en début 2016. Lors d'une tournée dans la région de Ségou, il dit ceci, je cite. « Aucune fanfaronnade politicienne ne me fera prendre mon avion pour débarquer à Kidal et créer un incident des tueries entre Maliens. » Fin de citation. C'est le président Ibeka qui parle. Mettez cette déclaration du président en parallèle avec l'adresse à la nation du président au lendemain de ma visite, où le même président dit clairement aux Maliens, le Premier ministre s'est rendu à Kidal sur mes instructions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Donc mettez en parallèle ces deux déclarations et posez-lui la question. Entre vous et le président, qui ne dit pas vrai? Mais moi j'ai 2 déclarations publiques. Celle que vous avez rappelée, et l'autre qui est une adresse à la nation. Je ne sais pas si vous avez cette déclaration. Je vous invite à la retrouver. Moi, je suis rentré à Bamako le 18 mai. Le président a fait la déclaration le lundi 19 mai au soir. Retrouvez la déclaration, mettez les 2 déclarations en parallèle et posez-lui la question. D'accord. Boussa Mara, vous avez parlé des préfets égorgés suite à votre visite. Est-ce que vous êtes une fois rendu dans la famille de ces préfets-là, puisque vous dites que vous regrettez les victimes? La pudeur m'impose de ne pas m'appesantir sur ce que je fais tous les jours, toutes les semaines de l'année pour des familles de militaires décédés, les familles de militaires blessés, parce que on parle beaucoup et à juste titre des morts, mais les blessés sont plus nombreux que les morts. Si vous allez un jour à la clinique de Kati, où on reçoit les blessés de guerre, je pense que vous allez vous faire une opinion sur les traumatismes subis par nos militaires tous les jours. Moi, j'en fais beaucoup, mais je ne m'appesantirai pas dessus. Ce sont des actions que je fais en tant que citoyen, ce sont des actions que je fais dans l'ombre. Et comme beaucoup d'autres d'ailleurs citoyens le font, je pense que c'est mieux comme ça. Avez-vous des regrets, cette visite, encore une fois? Il faut regretter les morts, il faut regretter les blessés, il faut regretter les destructions. Mais le principe de la visite n'est pas négociable. C'est pourquoi en tant que responsable, je le dis et je prends à témoin tous les Maliens et tous les Africains qui nous regardent. Si je dois refaire une visite de ce type en tant que responsable public, soucieux de son pays, je le referai sans hésiter. Moussa Mara, nous allons parler maintenant de la vie du parti Yelema. Comment il se porte, le parti Yelema? Le parti Yelema est un jeune parti qui a 7 ans aujourd'hui, qui se porte assez bien, qui est sur le segment du changement, comme je l'ai dit, le changement profond, qui a participé à ses premiers scrutins locaux en novembre dernier, novembre 2016, et qui est arrivé à être 6e au niveau national en termes d'élus. Donc un parti, sur 200 partis politiques, qui arrive à être 6e, c'est pas mal. Mais nous ne regardons pas ceux qui sont derrière nous, on regarde ceux qui sont devant, c'est-à-dire les 5 partis qui sont devant. Et notre ambition, c'est de nous battre pour arriver à leur niveau, voire les dépasser demain, mais en étant toujours en accord avec nos convictions, nos idées, et en étant animé de l'énergie de servir les Maliens de manière désintéressée. C'est un parti jeune qui a de l'ambition, qui est bien organisé, qui se bat sur le terrain tous les jours, qui est suivi au-delà de nos frontières massivement par les Maliens de la diaspora, que je salue d'ailleurs. Et je pense que c'est un parti qui a un bon avenir. Le parti a de l'avenir. Moussa Mara, est-ce que vous êtes candidat pour 2018? Le parti, à la suite de son congrès de cette année, d'il y a 3 semaines, à Mopti, a pris un certain nombre de résolutions. D'abord, de passage, j'insiste sur une information qui est passée souvent de manière anodine. Ça, c'est le fait que moi, Moussa Mara, je sois à mon dernier mandat à la tête du parti. C'est suffisamment rare pour être évoqué. Généralement, au Mali, on est président de parti à vie, ou en tout cas, on est président de parti pendant des décennies. Moi, je ne crois pas à la carrière politique. J'estime que, au bout d'un certain temps, on doit passer la main.
quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit la période qu'on passe aux responsabilités. Donc je suis à mon dernier mandat de président pendant 3 ans et nous allons passer la main à d'autres plus jeunes, plus compétents que nous pour porter l'idéal du changement, parce que personne n'est indispensable en la matière. Deuxième résolution, le parti s'est inscrit durablement dans l'alternance au système politique actuel. La personne de Ibeka ne doit pas être une fixation. Nous, la fixation, c'est le système politique actuel. Depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est ce système politique qui enlise notre pays, qui est en train de le ramener progressivement vers le bas. Et il faut le changer, fondamentalement. Les hommes, les procédures, les techniques, les rapports avec les citoyens, la façon de faire la politique, je pense qu'il faut mettre du changement dans tout ça. Et pour le faire, c'est un véritable changement de logiciel que nous appelons au Mali. C'était vraiment un changement profond. Et ce changement profond ne peut pas être porté par un seul parti, ne doit pas être porté par un seul parti, ne peut pas être porté par un seul homme, doit être porté par une équipe. Donc Yelema a dit au congrès de Mopti que nous allons travailler à constituer une équipe qui va au-delà du parti Yelema, d'autres partis, des mouvements, pour faire un grand rassemblement autour des idées précises de changement. Et maintenant, ce rassemblement, nous l'espérons, doit choisir un candidat pour les élections présidentielles de 2018. Ce candidat peut ne pas être Moussa Mara. Et si ce candidat n'est pas Moussa Mara, je le dis ici, je l'ai dit à Ségou, je le dirai partout, je le soutiendrai comme Yelema s'alignera derrière lui. Parce que la personne doit s'effacer devant le collectif, devant la nécessité de changement au Mali. Et c'est ce à quoi Yelema a abouti courageusement, qu'un parti dise, si un candidat correspondant à mes idées, un candidat de rassemblement n'est pas issu de mes rangs, je le soutiendrai. C'est courageux et ça correspond au sens noble de la politique que nous défendons tous les jours. C'est pas 2018, ce ne serait pas votre dernier combat politique si vous n'êtes pas élu président de la République? Aujourd'hui, vous dites qu'à partir de 3 ans déjà, vous faites... oui, en tant que président du parti Yelema, mais je peux être demain maire, président sans être président de Yelema. Je peux être simple militant de Yelema et être choisi candidat. C'est en tant que président, c'est-à-dire avoir la charge de conduire un parti. J'estime que d'autres compétences, d'autres énergies doivent pouvoir le faire. On peut toujours les accompagner, on peut toujours les aider, mais dire moi ou personne, je pense qu'il faut dépasser cela. Surtout dans un contexte de jeunesse extraordinaire, d'énergie extraordinaire de la jeunesse dans notre pays. Il faut savoir passer le flambeau à plus compétents, plus jeunes, plus énergiques que soi. Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Cela étant dit, j'ai dit je quitte la présidence du parti, je n'ai pas dit je quitte le parti, je n'ai pas dit je quitte la politique. On peut continuer à être militant de base, on peut continuer à donner des idées, on peut continuer à faire autre chose, mais seulement on se donne d'autres perspectives. Être à la même place tout le temps, ce n'est ni bon ni pour l'alternance, ni bon pour la démocratie. Si on veut la démocratie au Mali demain, si on veut l'alternance demain, il faut qu'on commence dans nos partis, qu'on l'aille dans nos structures et qu'on travaille à mettre en place une véritable société d'alternance. Et c'est là où on va enraciner profondément la démocratie dans notre pays. Donc Yelema a abouti à cela et c'est ce à quoi nous allons travailler en 2018, rassembler sur des idées claires, des idées précises et réunir les équipes, choisir une personne pour être le meilleur vecteur de ces idées afin d'apporter ce changement auquel les Maliens aspirent tant aujourd'hui. Moussa Mara, vous parlez beaucoup de changement, vous parlez aussi d'alternance. Rasbach, qui était aussi un moment au niveau de la plateforme Ante à Bana avant de claquer la porte, parle aussi d'alternance. Quels sont vos rapports? Si je dois déduire de cette question que vous voulez sous-entendre comme beaucoup que je suis derrière Rasbach, je vous dis tout de suite, je ne suis pas derrière Rasbach comme personne n'est derrière lui. Moi, je le connais personnellement depuis presque 20 ans. On est dans le même quartier à la Fiabougou. On a grandi ensemble. Les Maliens l'ont découvert il y a 2-3 ans. Et moi, je peux vous dire que depuis 20 ans, il dit la même chose. Il fait la même chose. Et il le fait de manière indépendante. Ce qu'il fait aujourd'hui pour le pays, il le faisait pour notre commune. Il m'interpellait, moi, en tant que maire. Plusieurs fois, il m'a interpellé. Comme il interpelle aujourd'hui les gouvernants. Donc, c'est quelqu'un qui est indépendant. Et je pense qu'il mène un bon combat. Il mène un combat pour d'abord éclairer les Maliens. Il mène un combat pour amener les Maliens à s'intéresser aux choses publiques et donc amener les gouvernants
à être plus exemplaire. Et moi, je pense aujourd'hui que se focaliser sur Razbach, c'est oublier l'essentiel. Ceux qui combattent Razbach aujourd'hui, c'est comme les gens qui veulent casser un thermomètre. Razbach n'est rien d'autre qu'un thermomètre. Ce sont les mots qu'ils mettent en avant que nous devons apprendre à combattre. Ce sont les mots qu'ils mettent en avant que nous devons apprendre à effacer. Quand ces mots disparaîtront, l'enrichissement sans cause, la corruption à tous les niveaux, des problèmes fonciers tous les jours, des problèmes d'injustice tous les jours, quand ça disparaîtra, Razbach rentrera dans sa boîte. Et c'est ce à quoi nos responsables publics doivent s'atteler. Plutôt se focaliser sur le thermomètre, il faut se focaliser sur la fièvre et sur la maladie. Moi, j'estime qu'il est utile, il est nécessaire, qu'il s'inscrive dans l'alternance et qu'il a bien compris que ce qu'il faut pour notre pays demain, c'est un changement de logiciel, c'est un changement fondamental sur les plans institutionnels, sur le plan de l'organisation de l'État, sur le plan de la décentralisation, la lutte contre la corruption, évidemment. Sur tous ces plans, nous devons changer de méthode, nous devons changer d'homme, nous devons changer d'idée. Et c'est ce à quoi nous devons tous nous battre. Et je pense que ça correspond sincèrement aux aspirations profondes des Maliens. On va se battre pour ça. On va le faire de manière tout à fait démocratique, tout à fait cordiale, pour dire qu'on n'est pas contre X, Y ou Z. Il ne faut pas personnaliser cette question. Quand on dit qu'il faut l'alternance demain, les gens disent oui, mais il est contre Ibeka. Non. Ibeka fait ce qu'il peut. Il n'a pas pu apporter le changement pour lequel il a été élu. C'est incontestable. Mais ce n'est pas la personne de Ibeka qui est en cause. C'est le système dans lequel Ibeka joue un rôle et qu'il illustre aujourd'hui, qui est en cause. C'est ce système qu'il faut changer. Et ce système comprend non seulement Ibeka, mais ça comprend aussi une bonne partie de l'opposition actuelle. Tous ces acteurs sont à mettre dans un seul sac. C'est ce sac qui a enfoncé le Mali aujourd'hui. Il faut le sortir. Il faut donner une nouvelle voie à notre pays, une nouvelle route, avec des leaders exemplaires, avec une plus grande implication de la diaspora, que je salue encore une fois, parce qu'une bonne partie des solutions à notre problème viendra de la diaspora. Il faut les impliquer davantage. Il faut une équipe d'hommes et de femmes désintéressés, compétents, et qui conçoivent le leadership comme un moment de sacrifice. Nous devons tous comprendre que le leadership, c'est un moment de sacrifice. Ce n'est pas un moment de plaisir. On n'est pas responsable pour goûter au plaisir. On est responsable pour suer. On est responsable pour se ceindre la ceinture. On est responsable pour maigrir. On est responsable pour travailler pour les populations. Et donc, au bout d'un certain temps, fatigué, on se retire et d'autres prennent le relais. C'est comme ça que nous devrons comprendre le sens des responsabilités. Et c'est ce à quoi nous allons nous battre l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Moussa Mara, le mouvement Ante-Abana, la plateforme Ante-Abana, touche pas à ma constitution, nous a rappelé un peu des mouvements comme le Yanamar, le ballet citoyen au Burkina Faso, mais on ne vous a pas vu sur le terrain, vous qui parlez tant de changements. Vous savez, le mouvement Ante-Abana a été fondamentalement positif parce qu'il a éveillé les jeunes de Bamako, les jeunes maliens aux questions politiques. C'est bien. Mais il n'en reste pas moins que l'objet du combat qui était la Constitution, le mouvement Ante-Abana n'avait pas absolument raison. Moi, je l'ai dit et je le redis encore ici. En cette période d'effervescence, nous avions d'un côté, oui, en son nom, ceux qui gravitent autour du président, et nous avons de l'autre côté Ante-Abana. Nous, on était au milieu. Toujours au milieu, toujours au centre, Moussa Mara? Pas toujours. Mais parce que souvent la vérité est au milieu et parce que la vérité n'est pas charmante. Les idées simples sont souvent faciles à comprendre. Les idées simples sont souvent charmantes. Mais les idées simples ne sont pas souvent les bonnes ou ne détiennent pas l'exhaustivité de la vérité. Ce que j'ai dit pendant cette période, c'est quoi? Premier élément, notre constitution de 1992 est dépassée. Nous devrions la changer. C'est pour ça qu'en 2001 et en 2011, les présidents Alpha Omar Konaré et ATT ont voulu la changer. Et ça, avant même que nous entrions dans le processus de paix et de l'accord. Avant même cela, on a fait le constat qu'il faut la changer. Ça, c'est incontestable. Le deuxième élément, la mise en œuvre de l'accord de paix, rend indispensable encore la révision de notre Constitution. Donc la révision de notre Constitution est indispensable. Première vérité, que tout le monde ne voulait pas entendre. Deuxième vérité,
ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a engagé comme processus, il y avait du bon dedans. Je le dis bien, il y avait du bon dedans. Mais il y avait aussi du mauvais. Le bon, entre autres, création du Sénat. Le bon, entre autres, sanction de la transhumance politique. Il y avait du bon, mais il y avait du mauvais. Oui. Donc, quand il y a du bon et du mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'était pas l'urgence qui était discutable, mais on disait que le contexte sécuritaire ne s'y prêtait pas. Écoutons-nous. Quand il y a du bon et du mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On recule. On corrige le mauvais et on engage le processus. C'est ce que nous avons demandé. C'est pourquoi nous n'avons pas été vus du côté de Ante Abana et nous n'avons pas été vus du côté de Awon Ansona. Nous avons dit, là où le pays a besoin aujourd'hui, c'est de sérénité. Et d'ailleurs, notre communiqué a été le premier à parler de sursoir. C'était le 21 juin. Le président, c'était plus d'un mois après qu'il a effectivement accepté de sursoir au processus. Mais il n'en reste pas moins que le Mali doit réviser sa constitution. Maintenant, le contexte sécuritaire. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que le contexte sécuritaire de cette année ou de l'année dernière, l'année prochaine, il va changer? Dans 2 ans, il va changer. Dans 3 ans, il va changer. Moi, personnellement, j'estime qu'il nous faut au moins 5 à 7 ans. Mais 5 à 7 ans, à condition de poser les vraies réformes, de poser les vrais jalons, de travailler rigoureusement et de manière profonde sur les questions de sécurité. C'est à partir de ces années-là que nous allons avoir un contexte sécuritaire comme on avait l'habitude il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Oui. Donc, l'insécurité sera toujours là. Est-ce qu'il faut toujours prétendre à l'insécurité pour ne pas changer notre constitution et nous amener vers la réconciliation, vers la paix, vers la décentralisation profonde qui est indispensable au Mali de demain? Le Mali de demain sera décentralisé ou pas? Moi, je pense que non. Je pense que nous devrons nous entendre politiquement sur la classe politique, sur un consensus pour réviser notre constitution et y insérer les réformes indispensables à un avenir institutionnel productif pour notre pays. Moi, c'est ce que je pense. Et c'est pourquoi j'étais donc entre les deux. D'accord, donc on retiendra que Moussa est toujours au milieu. Hein. Il dit que vous dites que la vérité se trouve au milieu. Souvent la vérité se trouve au milieu et souvent la vérité n'est pas charmante. D'accord, la régie, les techniciens me signalent que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons aborder le dernier chapitre. Quel est l'état de vos relations avec le président de la République? Aujourd'hui, je n'ai pas de relation avec le président parce que je ne m'inscris pas dans sa majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le parti Yelema a rompu ses liens, donc on n'a pas de relation politique en tant que tel. Les 2 ou les presque 3 années passées où j'ai quitté la fonction de Premier ministre, on se côtoie, de temps en temps on échangeait, mais au fur et à mesure où le temps passe, on a eu des rapports de plus en plus distants. C'est dommage, mais c'est comme ça la vie. Il faut penser à demain. C'est regrettable là. Vous le regrettez déjà? Je pense que ce que je regrette, c'est que le président n'ait pas été à la hauteur des attentes formidables qui ont été placées en lui en 2013. Tous les maux de notre pays ne sont pas imputables au président. Loin de là. Il ne peut pas être tenu responsable de tous les maux du Mali. Mais sa responsabilité est engagée par rapport aux solutions apportées ces 5 dernières années parce qu'il était président de la République. Donc ce que moi je regrette fondamentalement, c'est qu'il n'ait pas su relever ce défi. C'est dommage. Il faut en tirer les conclusions et penser à demain. Le pays continue, le pays avance. Et l'alternance et l'alternative que nous sommes en train de construire, j'espère que nous y arriverons, pour mettre aux responsabilités des hommes et des femmes neufs, jeunes, compétents, énergiques, qui vont se sacrifier pour le pays pendant un temps déterminé. Je pense que cette alternative, autour d'idées précises, va nous permettre de sortir des difficultés si les Maliens nous faisaient confiance. Vous êtes fier du bilan du président de la République? Le bilan du président de la République, il n'y a pas de quoi en être fier. Il y a ici ou là des éléments qui ont été posés qui sont positifs. Mais si on doit regarder globalement, je pense qu'il n'y a pas de quoi en être fier. Parce que fondamentalement, de quoi il s'agit? Le président, il a hérité de notre pays fracturé en 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, en étant objectif, un leader politique, la majorité de l'opposition, pourra dire que le Mali est moins fracturé qu'en 2013? Moi, je ne le pense pas.
je pense que le Mali est au moins autant fracturé, sinon plus, avec tout ce qui se passe par exemple au centre. Les questions de jeunesse et entre parenthèses les questions de migration, on n'y a pas apporté de solution. Aujourd'hui, nous regrettons tous que nos frères soient vendus aux enchères en Libye. Mais pour moi, la cause, si nos frères n'avaient pas quitté le Mali, ils ne seraient pas vendus en Libye ou ils ne seraient pas brimés en Libye. Donc nous devrons faire en sorte que nos frères ne quittent pas le Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Maliens ont moins envie de quitter le Mali qu'en 2013? Moi, je ne le pense pas. Et franchement, entre nous, le seul baromètre où on doit juger l'action d'un leader dans nos pays, c'est la propension de la jeunesse à quitter le pays. Parce que personne ne quitte son pays par plaisir. Donc on devrait regarder quelle est la proportion des jeunes Maliens qui veulent quitter notre pays aujourd'hui. Et regarder au bout du mandat, quelle est la proportion des jeunes Maliens qui veulent quitter. S'il y en a plus, ça veut dire que le mandat a été un échec. Moi, je ne pense pas qu'il y en a moins aujourd'hui. Donc, globalement, les espoirs n'ont pas été comblés. Mais c'est le passé. Nous devons maintenant travailler à construire une alternative et à le présenter. Et que les élections présidentielles soient aussi l'occasion de débat. Il ne faut pas fuir les débats. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous félicite, Africa. Vous serez prêt à affronter Je vous félicite parce que vous avez commencé à l'occasion de la réforme constitutionnelle et autres. Il faut multiplier les occasions de débat. Que les candidats ou les camps viennent présenter leurs idées, leurs ambitions et aussi expliquer leurs choix antérieurs, parce que le passé aussi compte, pour emporter l'adhésion de nos compatriotes. Qu'on le fasse dans nos langues, afin de sortir des frontières linguistiques francophones pour que les Maliens puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Une bonne partie de l'avenir de notre pays va se jouer l'année prochaine. Et c'est l'un des derniers virages que nous ne devons pas rater si nous voulons que le Mali puisse continuer à être le pays harmonieux, le pays où il faisait bon vivre, où les ethnies, les races, les religions cohabitent, coexistent main dans la main. Si nous voulons maintenir ce Mali-là, 2018 est l'une des dernières occasions. Donc, les débats, les discussions, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler le moment opportun. Si vous étiez conseiller du président, qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Je ne suis pas conseiller du président. Si vous y étiez. Je ne suis pas conseiller du président. Ce 2018 s'annonce. Je pense que le président écouterait mes conseils parmi les derniers conseils aujourd'hui à écouter. Donc, il n'y a aucune chance que je ne sois conseiller du président. Vous êtes persona non grata pour le président? Je ne sais pas si je suis persona non grata, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas dans le même camp. Donc, le choix que le président fera, ce choix lui appartient. C'est à lui de se poser les bonnes questions. C'est à lui de regarder, je dirais, les espoirs placés en lui, ce qu'il a promis qu'il fera en 2013, ce qu'il a fait aujourd'hui, l'état de la situation du pays, ses aptitudes à conduire le pays dans les années à venir et à prendre sa décision de manière légitime. Mais moi, je ne fais pas de fixation sur une personne. Je fais une fixation sur un système. Le président, comme le leader de l'opposition Soumaïla Cissé, comme d'autres leaders politiques qui font partie d'un système. Depuis 20 et quelques ans, ce système gère le pays. Depuis 20 et quelques ans, le pays, sur le plan de la morale, sur le plan des valeurs, sur le plan de la satisfaction des besoins de nos compatriotes, sur le plan du chômage des jeunes, le pays il est en train de s'enliser, de s'enfoncer. Moi, c'est ce constat que je fais. J'ai dit donc il faut un électrochoc. Cet électrochoc, ce n'est pas de ce côté-ci qu'il faut regarder. C'est du côté du renouveau, c'est du côté du changement. C'est du côté de ceux qui sont crédibles pour porter ce discours, de ceux qui sont honnêtes, qui ont de l'énergie et qui ont la conception du pouvoir qui est une conception de sacrifice. J'insiste beaucoup dessus. La responsabilité politique et publique doit être un moment de pénitence. Ça doit être un moment de sacrifice. C'est pourquoi dans les grands pays, on ne reste jamais au-delà de 10 ans. Au-delà de 10 ans, on est même pressé de partir parce qu'on a été suffisamment fatigué, on a donné. Si quelqu'un veut faire 30 ans au pouvoir, c'est qu'il s'y amuse. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. La responsabilité publique, c'est un moment de sacrifice. Et il faut que des hommes qui pensent ça viennent aux responsabilités pendant un temps, transmettent à d'autres et ainsi de suite, afin de donner à notre pays une nouvelle route et un nouveau destin. Moussa Mara, soyez-en rassurés, c'est l'avant-dernière question. On vous dit proche de l'ex-gente de Kati, Moussa Senko Coulibaly, votre homonyme, c'est aussi un autre Moussa qui démissionne à la veille de l'élection présidentielle.
Un mot là-dessus. Moussa est un ami. Je le côtoie depuis quelques années. Je l'ai connu en tant que directeur de cabinet de Aya. Je l'ai connu en tant que ministre de l'administration territoriale. On a été dans le même gouvernement ensemble et je le côtoie depuis quelques années. C'est un homme intelligent. C'est quelqu'un qui a un sens élevé de la patrie. Et si j'en crois son discours, ça rejoint en grande partie ce que j'ai tenu tout à l'heure par rapport à l'alternance et au changement. Je pense que quelqu'un comme Moussa a tout à fait sa place, lui avec d'autres, dans le dispositif que nous sommes en train d'essayer de monter avec d'autres pour arriver à présenter un front du changement qui soit crédible, qui soit compétent, qui soit compact et qui soit porteur d'idées qui puisse convaincre le maximum de nos Maliens. Donc je pense qu'il a tout à fait sa place dans ce dispositif. Moussa Mara, vous regardez cette caméra, si vous avez un dernier mot à l'endroit des Maliens, des Africains que nous regardons ce mois sur Africa Télévision, c'est quoi le message? Le message que je pourrais peut-être délivrer et que je me suis évertué à détailler pendant cette heure de discussion, je pense, c'est que notre pays et notre continent sont à la croisée des chemins aujourd'hui, par le fait simplement que nous sommes le continent de l'avenir, nous sommes le continent de la jeunesse. Mais la jeunesse est d'abord un défi important à relever. C'est un défi immense. Un défi de santé, un défi d'éducation et de formation, un défi d'emploi. Et pour que ces défis puissent être adressés correctement, nous avons besoin de responsables publics qui soient exemplaires, qui gouvernent avec l'esprit de satisfaire les attentes de leurs mandataires et exclusivement de leurs mandataires. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes Africains qui nous regardent en masse, les jeunes Maliens qui nous regardent en masse, doivent apprendre à identifier et à suivre des leaders de cette catégorie et à les accompagner pour que progressivement nous arrivions à sortir notre pays mais aussi notre continent du cercle vicieux qui est les leaders pas très compétents, pas très honnêtes, qui ne suscitent que défiance, avec des populations qui ne croient pas, qui désenchantent et qui se réfugient dans toutes sortes de dérivations, banditisme, drogue et autres, et des sociétés qui se fracturent progressivement, qui se délitent. Si nous voulons aller dans le cercle vertueux maintenant de la construction collective, nous avons besoin d'un couple de leaders exemplaires et de citoyens conscients. Il y a de plus en plus de citoyens conscients aujourd'hui, là, parmi la jeunesse. Nous avons besoin de plus en plus de leaders responsables, exemplaires. Je pense que nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique et travailler dans ce sens. Mais moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'on le dit, il n'y a pas de problème sans solution. Et les solutions, nous allons les trouver tous ensemble. Il n'y a pas de problème sans solution. Ce sont les derniers mots de Moussa Mara. Moussa Mara, merci. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Merci, cher ami. Merci. Je rappelle que nous recevions pour vous ce soir Moussa Mara, président du parti Yelema, ancien Premier ministre sous Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité, toujours renouvelée au programme de Africable Télévision. Bye bye et à dimanche prochain.